Monsieur Dornès vous a dit la raison pour laquelle j'étais là. Je ne connais à peu près rien à l'agriculture biologique, sauf une petite histoire personnelle que je dirai à la fin de ma présentation. Mais je m'interroge, comme beaucoup d'entre vous, mais vous avez donné la réponse. Moi, je ne l'ai pas encore donnée complètement. Je m'interroge sur les suites du modèle agricole qui ont été le nôtre depuis les années 60. En effet, ce modèle s'épuise. Peut-être même est-il sur la voie de la mort. Et donc la question qui se pose, et je crois que c'est pour ça que les organisateurs m'ont fait la gentillesse de m'inviter aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir qui sera le successeur. Et effectivement, si j'ai accepté avec assez d'intérêt cette rencontre, c'est parce que je me pose la question de savoir si l'agriculture biologique, dont on a vu ce matin toutes les ramifications et la diversité, n'est-ce pas, peut constituer ce successeur. Et à quelles conditions? Oui, selon quelle modalité? Alors, dans la suite de mon intervention, je commenterai comment je ressens les choses. Je vous demande donc d'accueillir ça comme venant d'un chercheur qui n'est pas spécialisé dans votre domaine, mais qui étudie maintenant depuis longtemps, vous avez fait référence à mon âge, depuis longtemps la place des agriculteurs dans la société. Et je crois que, je ne rappellerai pas le modèle 60, tout le monde le connaît. Bon, je crois que ce modèle est soumis à des forces de contestation, de démolition suffisamment fortes pour que les chercheurs notamment, politiques, les responsables syndicaux s'interrogent sur la suite. Ces forces, je ne fais que les citer. C'est d'abord le mauvais traitement infligé à l'environnement. C'est ensuite le climat d'inquiétude, à mon sens souvent excessif, mais quand même, notons-le, le climat d'inquiétude des consommateurs. Et si vous faites la devanture des librairies, vous ne manquez pas de pâture dans ce domaine, que ce soit le livre noir de l'agriculture ou le bouquin de Madame Robin. Bon, je passe rapidement, vous le sentez, et vous l'utilisez, cette inquiétude. Vous l'utilisez positivement en disant, nous, on vous fournit des produits qui ne vous empoisonneront pas, du moins en principe. Bon, troisième force. La troisième force, c'est que ce modèle d'agriculture s'avère coûteux. Vous voyez les débats à propos de l'avenir du budget de la PAC. Donc cette agriculture moderne, qu'on a des raisons variables selon les individus, mais des raisons de considérer, est au total coûteuse. Et puis enfin, la quatrième force, c'est que les mécaniques imposées par cette agriculture moderne, recherchées par la profession agricole de l'époque, ne l'oubliez pas, s'avèrent éprouvantes à vivre. Et ça, vous le savez mieux que moi, la modernisation, selon les normes classiques, n'est jamais terminée. Vous pensez pouvoir respirer, clac, il arrive autre chose, vous devez vous re-endetter, et c'est reparti pour un cycle, et ceci, jusqu'à ce que votre fils vous succède ou que vous abandonniez en cours de route. Donc vous voyez, il y a beaucoup de mécontentement. Et je suis frappé, vous aussi sans doute, par l'écart qui existe entre ce discours un peu pessimiste, que je résume très rapidement, et ce qui se passe sur le terrain. J'ai le temps, maintenant que je suis chargé de mission, c'est un titre qu'on donne aux jeunes retraités pour faire ce qu'ils veulent. Ça convient bien. Voilà. C'est un avantage des universitaires. Alors, parmi les choses que je veux faire, c'est voir ce qui naît sur le terrain. Bon. Et ce que je constate alors, c'est que la réalité est beaucoup plus diversifiée que ce discours lugubre que je vous ai résumé, qui est souvent le discours des responsables nationaux. Excusez-moi, il doit y en avoir dans la salle, mais on est là pour s'exprimer librement. Bon. Qu'est-ce que je vois sur le terrain comme vous? Je vois des agriculteurs qui conditionnent leurs produits, j'en vois qui les transforment, j'en vois qui les vendent, j'en vois qui sont plus réactifs, j'en vois qui sont biologiques,
bien sûr. J'en vois qui sont dans le champ de l'agriculture de service, j'en vois qui sont en cumin intégral et qui mettent en œuvre ce que racontent vos centres de gestion, à savoir l'exploitation flexible. Bref, je vois beaucoup de choses qui témoignent de l'invention, de la créativité et de l'initiative. Ce que je constate, c'est que cette initiative, on rencontre à peu près partout. On doit certainement la rencontrer en Picardie, mais je suis plus souvent dans le Midi, mais je suis prêt à voir la Picardie si on m'invite, la preuve. Bon, donc, je constate que toutes ces initiatives ont du mal à se constituer, ont du mal à aboutir pour constituer ce qui me paraît pouvoir être un relais à cette agriculture modèle 60. Et c'est un peu ce que je surveille. Mais je ne vois pas se présenter ce successeur, ce relais. Vous noterez d'ailleurs que les réponses habituellement avancées sont tout à fait insatisfaisantes, en ce sens qu'on peut les contester sur le plan de la justice sociale, auquel vous êtes sensible, je vais y revenir, ou en ce sens qu'elles sont très partielles. Prenez les lois agricoles de ces 10 dernières années, auxquelles chaque ministre a voulu attacher son nom. J'en parle simplement parce que je faisais partie des gens qui ont réfléchi à ce qu'elle pouvait contenir. La loi de 1980 a apporté les CTE, c'était pas tout à fait négligeable, à mon avis, mais comme je fais un peu partie des gens qui l'ont pensé, j'essaye de rester modeste. La profession l'a foutu en l'air. Je pourrais donner des détails si vous le voulez. Deuxième loi, la loi Bûchereau apportait des choses sur le fermage, peut-être clarificatrices, et qui pas déplaire, bien sûr. Et la loi Le Maire apportait la contractualisation, c'est pas négligeable, et cette assemblée y est sensible. Mais enfin, c'est une petite chose par rapport à la conception d'un modèle susceptible de prendre la succession de ce modèle très mobilisateur, appelons-le, si vous voulez, Pisani de Baptiste, puisque, bon, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Bon, ce modèle Pisani de Baptiste a été extrêmement mobilisateur, et certainement que parmi les anciens de cette salle, les gens de mon âge, se sont mobilisés pour Tout ceci me conduit à dire qu'on vit, et ça conforte ma question, qu'on vit probablement une période de transition. Et si vous n'êtes pas convaincus, mes chers amis, de cette période de transition, réfléchissez aux références de la politique agricole et du développement. Vous verrez combien ce qui a constitué les références des années 60, 70 et encore 80 prend l'eau de partout, y compris le progrès technique, qui était le grand espoir du XXe siècle. Si vous avez le temps de lire, vous voyez quel bouquin j'ai fait référence de Didier Fournier, et qui aujourd'hui est mis en procès pas uniquement chez vous, dans l'ensemble de la société, et même à l'INRA chez moi. Oui, ça alors, il n'y avait pas plus productiviste qu'un chercheur de l'INRA. Pas dans ma discipline, l'économie, il y en avait aussi, mais surtout chez les généticiens et les améliorateurs de plantes. Alors cela, pour arriver à leur faire le tournant, c'est vraiment compliqué, mais c'est parce qu'on a fait le tournant. Je regarde de ce côté parce que la mise en cause de l'INRA vient de là. Si on a pris le tournant, heureusement pour nous, sous l'effet, Monsieur le Président, de vos amis Tite Boisfin, vous voyez là, dont on parlait tout à l'heure, il y a quelques chercheurs éclairés qui ont dit il faut quand même qu'on s'intéresse à l'environnement. Les autres, on va perdre nos alliances agricoles et se solidariser avec les écolos, c'est quand même embêtant quand on est chercheur un peu distingué. Bon, finalement ça s'est fait, heureusement, sinon je ne serais pas là parce qu'il n'y aurait plus d'INRA. Et longtemps j'ai cru que j'étais le dernier professeur d'économie. Donc les références s'effondrent. Et plus grave, et ça vous avez dû le vivre, pensez à l'identité des agriculteurs. Qui sont-ils aujourd'hui?
des entrepreneurs, mais enfin ce sont des exécutants de la chaîne agroalimentaire, des patrons. Certains seraient très contents, et je les comprends, de pouvoir avoir cette... Ils n'ont pas de salariés, ou quand ils ont des salariés, assez souvent les salariés gagnent plus qu'eux. Bon, pas toujours, pas toujours. Ils font le boulot le plus embêtant. Passons. Des salariés alors? Mais non! Les salariés ont beaucoup moins de risques que les agriculteurs, des aménageurs. Partiellement. Mais ce partiellement, il est fait gratuitement. Pas de rémunération. Des fonctionnaires, ce qui dans ma bouche n'est pas offensant. Dans vos oreilles, c'est souvent offensant. Mais des fonctionnaires, on peut se poser la question quand on voit la contribution des aides directes à la formation du revenu des ménages, surtout en Picardie. J'espère que vous vous êtes posé cette question en venant ici quand même. Car, et c'est ce que j'aurais dû vous dire tout à l'heure, la PAC ne répond pas non plus à ces questions, pas plus dans sa forme, soit 92, soit 2000, soit 2003, soit 2013, à voir ce qui se met en place, alors que le commissaire agricole est un de mes anciens élèves, je suis très malheureux, mais chaque fois que je le vois, il me dit, monsieur Lacombe, je sais ce que vous pensez, vous me l'avez déjà dit, et je ne peux pas faire autrement. Bon, il fait une expérience de la politique, ce qui lui fait du bien. Bon. Donc, il dit, ben non, c'est un homme qui a 30 ans ou 35 ans, qui a toute la vie devant lui, il sera notable en roumain, qu'il est déjà... Bon. Donc, vous voyez que quand on regarde la politique, on n'a pas plus de réponses que quand on regarde le discours des organisations professionnelles ou quand on s'adresse à la discipline, l'économie ou la sociologie. Voilà, donc ma question c'est quel successeur? Et c'est pour ça que je viens vous écouter, que j'aurai peut-être des choses à vous dire en cours de route. Je finis, monsieur l'émetteur, si vous permettez, par une anecdote très rapide, personnelle, parce que c'est le seul point que j'ai trouvé commun avec eux, vous comprenez. Quand j'étais jeune professeur à l'agro de Montpellier, tout jeune, à la fin des années 70, les élèves viennent me voir et me disent, monsieur Lacombe, on veut faire une séance hors enseignement sur l'agriculture biologique. Bon, je leur ai dit, je ne connais rien, mais enfin, une initiative étudiante, quand on est jeune professeur, on s'est dit, tiens, les étudiants ne sont pas que des étudiants, il faut les accompagner. Donc j'ai dit, d'accord, je veux bien apporter ma caution. Blocage de partout, il n'y a pas d'heure disponible. Vous savez, c'est ces blocages administratifs étriqués qu'on trouve partout. Il n'y a pas de salle, il n'y a pas d'heure, j'ai pas de travail, c'est pas bon. Le directeur m'a un peu soutenu parce qu'il avait besoin que la gauche bouge un tout petit peu. Bon. Alors, donc j'ai eu son soutien et du coup on a fait la séance, pas à la place, mais juste après le repas, un peu comme maintenant. Et vous savez pas ce qui m'arrivait, c'est là où je retrouve des expériences que j'ai été vôtres. Premier conseil des enseignants. Assemblée de notables installés. J'arrive là, évidemment, puisque je venais d'être nommé professeur. Et à quelqu'un que j'estimais par ailleurs, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, alors, monsieur Lacombe, c'est vous qui détruisez la pensée académique française. Vous auriez mieux fait de rester chez vous. Bon. Donc je lui ai dit, je vais vous offrir mon dernier bouquin, vous verrez que je contribue à la pensée économique française. Merci beaucoup, Philippe Lacombe.